Bonjour à tous, je suis Delane Linkwitch et vous m'appelez il ou elle et je vis avec de la douleur chronique et je suis la sœur et la fille de personnes qui vivent avec de la douleur et j'étudie même la douleur chronique et donc je fais partie de cette conférence et je suis à Guelph en Ontario sur le territoire non scellé et même volé du peuple Anishinaabe, Haudenosaunee et de traité et territoire du Crédit Mississauga. Et je suis content d'être avec vous pour partager les savoirs et pouvoir créer ces liens sur ces terres. Et avant qu'on plonge dans cette deuxième journée, donc ça va être enregistré et ça sera donc sur le site web et sur la chaîne de Pain Canada, Douleur Canada. Et pour l'interprétation, regardez en bas de l'écran, vous allez voir un bouton et il y a écrit CC. Vous pouvez cliquer dessus et avoir accès à de l'interprétation et sélectionner la langue de votre choix. Il y aura de l'interprétation simultanée qui est disponible en français et en anglais si vous voulez avoir accès. Donc, suivre le lien Zoom qui est dans la description et ou avoir de l'aide pendant un moment d'urgence. Si vous en avez vraiment besoin pendant cette conférence, c'est disponible dans le Zoom. C'est dans le Douleur Canada ou Pain Canada dans la petite boîte et choisissez ressources si vous avez besoin de quelque chose, une urgence, quoi que ce soit. Et vous pouvez envoyer des questions au présentateur dans le question-réponse dans le Zoom. Je veux rappeler aux gens que quand vous rentrez ces questions ou dans le chat ou dans les questions-réponses, soyez respectueux et pour que ce soit un espace qui est euh, sûr pour tout le monde. Donc, je veux accueillir tout le monde à cette deuxième journée de cette conférence, de essayer de rapiécer les morceaux ensemble. Donc, donc, ça parle des personnes qui vivent avec de la douleur. On va parler au travers de différentes plateformes en utilisant HP, PTPT. 2025, on va avoir trois sessions fantastiques aujourd'hui. J'espère que vous êtes excités. On va commencer avec vivre avec de la douleur chronique, une analyse décoloniale, et ensuite on va aller donc dans des histoires digitales et ensuite une session pour vous aider à vous aider vous-même. Donc ça sera, il y aura deux pauses de 15 minutes entre ces différentes sessions. Et cette conférence a été conçue pour des personnes et par des personnes qui vivent avec la douleur chronique. Donc on a fait de notre mieux pour essayer de la construire, pour créer un espace sûr pour tout le monde avec des personnes qui vivent avec de la douleur. Et on espère qu'il y a des cliniciens et des chercheurs qui sont là pour apprendre et écouter les gens qui vivent avec la douleur au lieu d'utiliser cet espace pour de la recherche ou autre chose. D'autres raisons, je voulais prendre un peu de temps pour essayer de penser que les membres, ça a été vraiment, on est très heureux de travailler avec ces personnes vraiment qui sont extrêmement mobilisées pour mettre en place cette conférence. Et ça ne serait pas un succès sans eux, finalement. Ça ne serait pas aussi un succès s'il n'y avait pas autant de gens qui se joignaient à nous. Donc, votre voix est très importante et on veut entendre ce que vous en pensez. Et donc, remplissez, s'il vous plaît, les sondages à chaque session et même à la fin de la conférence. Donc, aussi, autre chose que je voulais dire, je veux remercier les commanditaires, Douleur BC ou Pain BC, euh, l'Institut de recherche en santé du Canada, les partenaires des patients et donc les partenariats pour l'engagement des patients dans des projets de recherche sur la douleur et Santé Canada. Et aussi, je voulais aussi dire que hier, on a eu vraiment une session électrisante. On va mettre l'information, elle va être rassemblée, elle va être postée sur le site web de Douleur Canada. Et pour les personnes qui vivent avec de la douleur, dans environ 2 semaines, on va aussi l'envoyer avec les enregistrements pour essayer de voir vraiment toutes les choses que les gens mettent en place pour pallier à la douleur. Et aussi, beaucoup de nos présentateurs vont partager des histoires qui sont
basées sur leurs propres expériences et les opinions qui sont exprimées ne représentent pas forcément les commanditaires ni même Douleur Canada ou Pain Canada. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec notre première session. Je vais passer le micro à Jenny Lorca. Et merci, Delaine, merci. Oui, cette session sur la douleur chronique, vraiment, et aussi le yoga. Enfin, les sessions d'hier ont été vraiment formidables. Bon, ben, bienvenue à tous. De vivre donc avec de la douleur chronique, donc une analyse décoloniale. Donc, les invités et moi, mes amis, on va écouter. Mon nom, c'est Jenny Lorca. Et je suis elle. Et je suis très excité d'être la modératrice pour la session d'aujourd'hui, être une membre de ce comité de gouvernance. Ça me fait plaisir de le faire. Je voudrais prendre 5 minutes de votre temps pour me présenter et de pourquoi on est ici aujourd'hui. Je suis donc neurodivergente, je suis donc des Philippines et je suis aussi euh, queer et j'ai aussi 2 chats. Vous allez peut-être les voir se balader autour de moi à chaque fois que je suis dans une conférence et je pense qu'ils adorent cet espace. Ma famille et moi, nous sommes donc sur le territoire et non invités des peuples Coast-Salish et il y en a beaucoup et cette grande île de la Tortue dans la grande zone autour de Vancouver. Et les Katsi, les Quatsons, les Coquan, les Semiabo et les Selassie, les Premières Nations du côté sud de la rivière Stalo ou la rivière Fraser, et aussi ou les Mascoutins de Squamish, les Premières Nations qui est connue comme Vancouver vraiment, où ma famille est arrivée dans les années 60 des Philippines et ils se sont vite assimilés. Et chez où j'ai passé la majorité de mon temps et l'anglais, ma première langue finalement. Et donc, j'ai amené tout. Je jonglais entre 2 mondes dans lesquels j'appartenais pas tout à fait ou alors je donnais pas assez, je sais pas. Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de décoloniser la douleur? Pourquoi est-ce que les... Donc, quand on navigue dans cette douleur, euh, c'est différent selon les groupes et les personnes. Comment des facteurs systémiques jouent, comment un individu dans un individu, il peut vivre cette douleur. Et pourquoi, quand une communauté se rassemble pour essayer de faire ressortir cet individu, tout le monde se sent élevé dans ce mouvement. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose dans le co-développement de cette rencontre qu'on a. Donc ce sont des questions difficiles à répondre, des questions que l'on peut peut-être pas répondre aujourd'hui, peut-être pas avec assez de profondeur par rapport au sujet. Mais je pense que l'importance dans les questions difficiles, c'est aussi dans les poser qui est important, parce qu'au moins, on espère que ça va un peu chatouiller votre curiosité, vous inspirer à apprendre plus et surtout, plus important, d'essayer de refléter, de vous engager dans un dialogue. Donc, ça, c'est l'expérience que l'on veut faire. Comment est-ce qu'on peut vivre, incarner ce, ce mouvement de décolonisation dans ce webinaire qui est un peu colonial quelque part. Donc, quand on a développé cette session, ce serait moins une discussion de panélistes, mais plutôt une discussion dynamique. On vous invite, vous, les participants, à vous engager et à parler pour qu'on peut vous entendre vos expériences, vos histoires qui sont très importantes pour cette conversation, pour alimenter cette conversation. Donc, peut-être que ça va être un petit peu euh, délicat, peut-être qu'on va parler les uns un peu en même temps, comme j'ai dit un peu plus tôt. Mettez vos commentaires ou dans le clavardage ou le chat, ou alors vos questions dans les questions-réponses. S'il y a quelque chose que vous voulez témoigner, mais le dire, vous voulez pas le dire publiquement, dites ne partagez pas, d'accord? Mettez-le dans le chat. Je ne veux pas qu'on le partage. Donc, pendant le temps qu'on a ensemble, on va poser des questions pour que vous puissiez réfléchir et nous donner des commentaires dans les questions-réponses. Et on va essayer d'entendre le plus d'histoires possible. Essayer de vous rencontrer là où vous êtes et écouter votre expérience personnelle et qui est située dans votre cadre. C'est voilà le but. Et comme Thérèse Michel et Tanis a
ont exprimé hier, lundi. Je veux offrir donc un contenu doux. Ce sont des histoires et des individus et des groupes de personnes qui vivent avec la douleur, que leur situation vraiment, euh, ça peut briser le cœur des fois. Et vous avez peut-être des histoires un peu comme ça. Donc, en tant que participant, on peut peut-être croître et grandir au travers de cette expérience. Mais on ne s'attend pas à ce que vous soyez assis avec de la douleur. Donc, considérez que c'est une invitation pour que vous vous donniez le soin dont vous avez besoin ou à quelqu'un que vous aimez bien. Donc, écoutez à la sagesse de votre corps et écoutez vos besoins au fur et à mesure qu'ils viennent. Bougez, respirez, euh, regardez dehors, buvez de l'eau, pleurez, levez-vous, partez s'il faut. Mais tout est accepté. Toutes les sessions sont enregistrées dans cette conférence, comme Delaine a dit, vous aurez accès à tout ceci. Et aussi, on veut être transparent. Parce que vous m'avez vu, je bouge, je m'étire, et donc je vais même grogner un peu parce que je suis excité, je vais prendre une pause, respirer, pleurer peut-être, oui. Voilà comment je suis. Je me montre comme je suis. J'essaye d'enlever ce masque de perfectionnisme et de performance et essayer de pousser doucement euh, que- comment une personne en douleur doit se présenter, à quoi elle devrait ressembler, à comment elle doit se comporter, hein. Alors aujourd'hui, on se rassemble pour partager nos histoires et nos expériences et nos joies, nos tristesses, nos ressources et nos ressourcements. Parce que, comme j'ai dit, on n'a peut-être pas toutes les réponses, mais on se rassemble. Comme mon prof de théâtre disait, vis dans les questions. On espère illustrer que la décolonisation n'est pas juste un mot excitant ou juste un buzz. C'est vraiment, il y a une intention derrière. Donc, on veut entendre toutes ces histoires sur la Terre et qui nous connectent à chacun de nos mères Terres. Donc, toutes nos histoires que l'on incarne dans un système qui essaye toujours de nous diviser et de nous conquérir dans notre ensemble. Et c'est là où c'est important d'être soi-même. Et ce qui libère une personne libère tout le monde. Alors, mes amis, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre les uns des autres. Alors, merci d'écouter. Et maintenant, je suis très honoré d'inviter Embrel Vita Memhuna de se présenter. Et comment est votre cœur, mes amis? Alors, je me crois, je ressens tant de, de, de la tristesse un peu, je pense, ou en tout cas de la... Et je me suis même pas présenté, en tout cas, je voulais juste prendre une seconde pour remercier Jenny parce que j'ai un peu de chagrin, parce que... Et ce comité des directeurs, parce on nous a pas demandé de venir ici comme on est, hein, et pas tout poli. Et donc pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau. Parce que parce que les systèmes te disent tout le temps que tout ce que tu représentes ne est pas bien et que tu ne mérites pas d'avoir du soulagement et que si on ne joue pas certains jeux dans le système, le système nous opprime. C'est comme ça. Et donc, on doit venir et on doit agir différemment que tous les autres dans des pièces à cause de ce processus de racialisation, de la suprématie blanche et la colonisation. Alors, je commence avec des gros morceaux, hein, d'accord? Mais ce qui est très important, et ce que vous avez dit, c'est que je suis solidaire avec le peuple autochtone dans toute l'île de la Tortue, et je le dis pour de vrai. Et en tant que quelqu'un qui est venu ici prendre refuge d'ailleurs et d'avoir autant de ressources d'une terre aussi belle et qui est tellement au-delà de notre imagination et que l'on prend. Et ça mène à des situations, à des problèmes dans l'environnement, hein, et aussi environnement, l'ouragan qui a dévasté les Caraïbes. Et quelque part, c'est un peu comme, euh, euh, on n'est jamais dévasté, on se relève toujours et on trouve toujours l'énergie dans ces situations, la force
c'est pour ça que je parle de l'histoire de mes ancêtres aujourd'hui et aussi de me parler de mon histoire, parce qu'il y a beaucoup de joie, parce que on a atteint certains de leurs rêves, mais il y a aussi beaucoup de douleur. Merci, Vina. Et je vous regarde, Emerald et Mouna et oui. J'ai regardé du côté de la décolonisation quand j'ai pensé à comment me présenter. Je fais beaucoup de travail dans la communauté spirituelle des Philippines et travailler sur la décolonisation et comment on peut voir tout cela. Je, je ne parle pas ma langue maternelle très bien. J'essaye d'apprendre, hein. J'ai commencé il y a environ 12 ans. C'était le début de ce cheminement de décolonisation que j'ai commencé, en fait. Voilà. Et donc, du Nouveau-Brunswick, Saint John, c'est un territoire Mi'kmaq où je suis né. Et je remercie les prairies qui m'ont élevé et tous les gens de ces territoires. Il y a tellement de gens à nommer. Je ne me suis pas préparé pour tous les nommer. Je suis désolé, mais je vais juste parler de mes frères Cris qui ont passé tout ce temps là-bas avec moi. Et oui, j'ai passé les dernières 20 années sur le territoire Coast Salish, ici. C'est à peu près le euh, downtown, le côté est, Maples. Je suis donc première génération diaspora décolonisée, premier-né. Je suis une artiste. Je suis une tante, une sœur, une amie, une chercheuse dans la communauté. J'adore la musique, les textiles. Oui, et je suis très, très reconnaissante d'être ici. Je ne peux pas tout à fait articuler aussi bien que Vina l'a fait, mais je, je suis totalement d'accord. Donc, merci d'être ici. Je co-signe ce qu'elle a dit, puis merci, merci. Je suis très reconnaissant d'être ici. C'est vraiment un début formidable. Merci, Jenny, pour ce début très inspirant. Et puis, Douleur BC ou Pain BC d'organiser ceci. Vraiment, on sait qu'avec tout ce qui a été partagé, la décolonisation, c'est la norme. Et c'est bien que ce soit la norme dans cet espace. C'est très inhabituel pour moi. Mon nom, c'est Memouna. Et puis, si je dois être difficile, c'est Memouna Moussa Mita et je n'utilise pas un- un surnom ou quelque chose de plus court. Mais non, c'est bien Memouna. Je suis une femme musulmane qui a immigré de la Tanzanie, qui est dans l'est de l'Afrique, il y a très longtemps, plus de 50 ans. Et je suis venu à vivre ici comme quelqu'un qui est venu s'installer d'une manière non invitée sur l'île de la Tortue à Toronto, mais maintenant depuis plusieurs années sur le territoire Sanish du peuple Kongwani. Et ce qu'ils ont fait pour moi, ça m'a ça m'a fait une personne qui est jamais tout à fait installée en tant que musulmane, une personne qui est arrivée ici d'ailleurs, une personne de couleur. Et je pense que pour quelqu'un qui est venu s'installer, c'est normal d'être comme ça, mais je pense que je ne vis pas avec la douleur chronique comme certains d'entre vous, mais ce que j'ai appris, en étant quelqu'un qui est comme un peu un colonisateur. Mais j'ai toujours entendu des histoires avec des gens qui ont beaucoup de différences. Et moi, dans la recherche que j'ai fait, et en tant qu'académique, de personnes chercheuses, travailler dans le milieu académique, c'est de quelle, quelle est, est-ce que la différence fait une différence?
et d'une manière décolonialiste, de ne pas traiter les gens comme un objet d'étude, mais des personnes avec des sujets, avec des voix, OK? De savoir quand se taire et quand écouter, et quand, mais toujours être responsable, bien sûr. Donc, merci beaucoup, mes amis. Je voulais aussi ajouter quelque chose que je n'ai pas dit à propos de moi, qui est beaucoup. Moi, je vis avec de la douleur chronique, avec le cancer. Je viens juste de survivre à un cancer. Je suis encore en traitement. Donc, j'identifié comme une personne qui est, je le dis, euh, je le dis comme personne qui est handicapée quelque part. C'est une identité politique. Et j'espère que quand vous me regardez, vous comprenez que je ne, ce n'est, ce n'est il y a tellement d'injustice parce qu'il y a tellement à faire. Donc, je suis très excité de faire partie de cette conversation parce que c'est un endroit où on peut parler du côté de notre corps. Parce que souvent, pour nous, par exemple, mon corps, c'est mon prof, c'est mon guide, ça a été aussi un de mes plus grands défis et ça existe tout ensemble. Donc, avec le modèle biomédical suprémaciste. Je sais que c'est beaucoup de jargon, c'est juste pour dire que les personnes blanches vont étudier comment ils veulent étudier de leur façon et ils nous étudient comme des objets, pas comme des personnes et des humains. Et ça nous pousse à continuer à revendiquer. Et on n'a pas le choix de revendiquer dans le système tel qu'il est, parce que souvent, euh, on expérience, on vit beaucoup d'injustices sans souvent avoir de la justice. Surtout pour beaucoup de gens qui, de manière, ces conversations, c'est des fois une question de vie ou de mort. Avec l'aide médicale à mourir, on a perdu certains membres de notre communauté et beaucoup vivent avec de la douleur. Donc, quand on parle de décoloniser, ce n'est pas juste, c'est pas juste des mots hein, sur lesquels on s'excite, c'est créer, c'est vraiment passer au travers de douleurs, mais c'est aussi essayer de s'en remettre. Hein, de guérir finalement. Merci Vina, merci Vina. Souvent, c'est rare, mais c'est difficile de trouver des mots quand tu parles parce que vraiment tu lâches de ces trucs. Merci d'identifier le côté qu'un handicap, ça devient une entité, ça devient la personne et d'essayer de trouver un espace où il y a de la justice. Donc, comme Alex, c'est la session, la session qu'ils ont fait, un des commentaires qui a été fait durant cette session quand ils essayaient de réfléchir là-dessus. Quel est un besoin accessible dont vous avez besoin qui n'existe pas? Et un de commentaires, c'était d'un ami de ma part qui a dit, un ami à moi, ce n'est pas essayer de créer des moyens d'accessibilité, c'est créer un monde accessible pour tout le monde. C'est, et ça inclut les gens avec de la douleur, c'est la santé mentale, l'abus de substances et la santé des femmes, la santé des personnes trans, les réfugiés, les immigrés. Ça inclut tout le monde. Personne ne devrait être laissé en arrière. Oui, oui, je sais que là, je lève un peu le point, mais il n'y a pas assez d'espace comme celui que l'on crée là aujourd'hui. Alors, je suis très reconnaissante qu'au Canada et dans cette conférence de rassembler les morceaux du puzzle nous donne cet espace pour se tenir droit et de façon ferme en tant que nous-mêmes, et ça inclut chaque personne, là, toutes les personnes qui participent, qui sont là aujourd'hui, qui sont présents, vous avez des histoires et des endroits où vous êtes, où vous pouvez peut-être essayer de faire bouger des montagnes. Il y avait un commentaire vraiment super beau dans une question-réponse, comment on peut créer plus d'espace comme cela, comme celui-ci. Et j'espère que ce n'est pas juste nous qui créons cet espace, c'est tout le monde qui essaye de créer ces petits espaces, ces petits endroits où on peut parler et on peut s'engager, se mobiliser.
Alors, Emerald, je sais que tu es dans des endroits qui aident à créer cet engouement. Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? On a parlé de qu'est-ce que c'est que la décolonisation, ou Mimouna, tu nous en as parlé. Euh, on essaye d'incarner notre intersectionnalité, toutes ces identités intersectionnelles qui... Ah, les mots, c'est dur. Oui, je l'ai fait là, je l'ai fait là, j'ai encore fait. Je sais ce que tu essayes de dire. C'est presque un kaléidoscope, hein, un kaléidoscope, hein. Oui, oui. C'est comme ça que je l'imagine, l'intersectionnalité, quand on était des gamins. Et moi, j'étais d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, nous, on jouait avec tout ça, avec des rouleaux de papier toilette et on faisait un kaléidoscope et on jouait avec la lumière, mais souvent, l'intersectionnalité et donc la pensée féminine noire, c'est de regarder toutes les facettes de quelqu'un et pas juste parce qu'il y a des côtés sombres chez tout le monde, mais aussi en termes d'identité, de vraiment essayer de refléter tout. Ben, vas-y, Emerald, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon. J'ai créé toute une autre série de pensées par rapport à ce que tu as dit, qui ont germé dans ma tête. Alors, mais je pense aux leçons que l'on peut apprendre d'un kaléidoscope de cette activité, le changement constant dans ce qu'on peut capturer dans ces différents petits moments, plus de lumière ou un peu plus sombre là, où ce qui est beau pour toi quand tu le tournes, et comment la relation avec votre douleur, vos corps change tout le temps, et comment vous bougez, comme on bouge un kaléidoscope, et comment on fait bouger des choses dans sa vie et comment on interagit avec sa vie. Oui, c'est très beau, c'est très beau, hein. Mais aussi, j'ai oublié de reconnaître que je suis une fenêtre, ou dire que je suis une personne qui vit avec de la douleur chronique. Et j'ai reçu un diagnostic seulement, pardon, il y a quelques années. Et je vis dans beaucoup de frustration, confusion et de douleur depuis au moins une dizaine d'années. Et de, de mettre le pied dans des identités comme reconnaître et affirmer, puis reconnaître qu'on a ce sorte de handicap, c'est vraiment, c'est du travail dans l'ombre. C'est beaucoup de larmes, euh, de désapprendre de comment je vois le monde, je perçois le monde, ou comment je perçois l'handicap, les gens, comment les gens interagissent ensemble par rapport à leur compréhension, et essayer de recommander qu'on a tous des esprits colonisés qui parlent à d'autres esprits colonisés, vous savez. Donc il faut être doux avec soi-même et les autres au travers de cela. Euh, Oui, donc je n'ai peut-être pas encore tout à fait reconnu ou vu en moi que je changeais, ou quand j'ai commencé à essayer de mettre en place des pratiques de décolonisation. Euh, et désolé, je, je suis dans un collectif d'art des Philippines, et on fait beaucoup de travail sur la santé mentale. On a reçu des cercles de guérison, accueilli des cercles de guérison qui travaillent sur la compréhension, essayer de comprendre votre expérience en tant que personne des Philippines qui vit sur un territoire non cédé, et son identité a été formée ou modelée parce que nos parents, ce qu'on leur a dit pour essayer de réussir dans la vie. Donc, on leur a dit assimiler. Donc, c'était assimilé, il fallait oublier. Donc là, il faut essayer de se ressouvenir des choses, se remémorer. Hein, Jenny, c'est un concept vraiment génial. Donc, un apprentissage que mon ami Janine m'a appris, c'est essayer de comprendre
essayez de voir les choses qui ne sont peut-être pas nécessaires dans votre corps et sortir ce- ce- cette partie et la mettre ailleurs ou la remplacer avec des autres façons d'être. Et donc, on essaye de créer un espace pour ça dans ces cercles de guérison. Et j'ai l'impression que je saute un peu partout, mais que je ramène à la question de combien d'espaces de décolonisation auxquels j'ai pu participer ou être. Ça, c'est le plus récent auquel je peux, que je peux témoigner, c'est pour l'instant. Je pense que oui. Euh, et ça ne va pas être une conversation linéaire. C'est pas possible. Ça ne se peut pas. Ça va juste aller un peu à droite et à gauche, c'est sûr. Parce que comment peut-on, on ne crée pas une tapisserie avec un fil à la fois, c'est avec de plusieurs manières, plusieurs angles. Vina, et quelqu'un dans les commentaires a dit, ils adorent ta méthode du kaléidoscope parce que c'est tellement expressif du côté lumière et sombre. Hein. Donc, quand on parle des ombres et aussi de se souvenir ou de se remettre ou enlever des parties de nous il faut les laisser aller. Il y a un commentaire formidable dans la question-réponse et j'espère qu'on va pouvoir y répondre sur la suprématie blanche. Il y avait une réaction. Ça me dérange pas d'y répondre. Non, non, non. C'est important et ça fait partie de la conversation. Et moi et mes collègues, on y vient de différentes perspectives, de nos expériences propres qui sont différentes. Hein, pour moi, surtout aujourd'hui, on vit à une époque très politisée. Il y a de l'anti-noir, anti-autochtone, violence, la peur des migrants, des personnes handicapées. Aux États-Unis, c'est le genre de choses dont on ne parlera plus. Il y a des gens qui sont comment dire, kidnappés par le gouvernement. Des gens qui sont en règle, mais on les kidnappe et on les renvoie dans un pays qui n'est plus le leur. C'est triste parce que même ici, chez nous au Canada, ça se produit également. Cette, en fait, ce qui s'appelle aujourd'hui, ce on appelle à tort le Canada, mais on a beaucoup parlé de diversité, d'inclusion, d'équité et du travail dans ce sens. Mais quand j'en parle, je veux nommer les systèmes qui causent la violence, qui causent les torts. Et je veux vérifier, valider que ça existe. C'est pas imaginé, c'est pas perçu, ça existe pour de vrai. Et la guérison, eh bien, dans la guérison, il faut nommer la suprématie blanche, le colonialisme, le capitalisme. Il faut les nommer parce que ce sont des choses qui causent des torts aux gens. Moi, je suis dans le système de la santé et je suis certain que un bon nombre de personnes dans la région de Toronto, dans le système de santé, voient les problèmes du système, voient ce colonialisme. Des fois, les gens font un webinaire et les gens font de leur mieux. Les gens font de leur mieux. Je ne Mais les torts causés souvent sont inintentionnels. Il y a des gens qui travaillent dans le système de santé et ils vont reproduire les torts du système colonialisme où, à une époque, on chassait les Autochtones littéralement partout sur l'île à la Tortue. Et ces gens vont reproduire ces torts sans le savoir et sans le vouloir. Ma famille était justement dans ces bateaux qui sont arrivés avec les colons et donc on est ici depuis longtemps. Et les systèmes colonialistes décident qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit de recevoir un traitement, quels traitements sont bons pour vous. Moi, j'ai subi des procédures chirurgiques sans anesthésie. C'est parce que quand on est autochtone, quand on est d'ailleurs, on est réputé solide et fort. J'étais adolescente, on me disait, ah, vos prières sont étranges parce que moi, ma famille pensait que si on achetait une vache, ça allait nous aider avec notre karma, bon, système de classe dans notre religion, mais dans mon itinéraire, mon aventure, en tant qu'enfant déplacé qui transporte avec elle sa culture, je me suis souvent fait dire que ma structure familiale était pathologique et un bordel, et je cite. Donc, je refuse
Je refuse d'accepter ça et je refuse de ne pas mentionner ça, de ne pas en parler. J'étais à une réunion plus tôt cette année et les commentaires étaient que j'utilisais en fait, des mots sensationnalistes quand je disais le terme suprématie blanche. Alors, dans le système colonialiste, si on ne guérit pas d'une certaine façon, eh bien, c'est mal. C'est mal de croire que certaines plantes vont guérir des choses. Mais ça, c'est l'expérience de ma famille. Ce sont les connaissances des membres de ma famille. Donc, décoloniser la douleur, c'est de refuser de faire de la guérison apolitique. Rien n'est apolitique. Et si vous avez le luxe de croire ça, eh bien, écoutez ceci, il faut créer des soins qui valorisent les relations plutôt que la recherche. Il faut se souvenir que les connaissances résident ailleurs que dans ces grandes tours d'ivoire blanches. Ces connaissances sont chez nos grands-mères, Kokoum, nos oncles, nos tantes, les membres de notre famille. C'est ça, c'est là que se trouve la connaissance. Et la guérison, ce n'est pas un retour à la norme, parce que la norme, par défaut, c'est que vous êtes blanc, vous n'avez pas de handicap et vous vivez dans la société, très à l'aise dans le capitalisme. Et, et vous marchez, vous marchez dans cette vie parce que vous pouvez marcher justement. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas marcher et ces gens sont exclus du système. Alors, moi, mon corps a toujours été mon premier renseignement. C'est grâce à mon corps que je suis encore en vie, parce que j'ai écouté mon corps et mon corps contient cette connaissance incarnée. Alors, je me fie à mon corps et c'est important de s'écouter, d'écouter son corps. Mais la science nous dit le contraire. La science nous dit non, vous avez tort, il faut écouter, prendre des médicaments, écouter le médecin qui n'est pas comme vous. Bon, Euh, il y a des gens qui sont morts du racisme anti-noir parce qu'on leur appliquait des traitements colonialistes. Attends, il s'agit de guérir ensemble, de s'écouter, de reconnaître que les connaissances se retrouvent entre nous et non dans ces tours d'ivoire détenus par des Blancs. Je ne peux pas marcher sur vos traces parce que j'ai une expérience différente de vous et votre parcours est très inspirant. Mais je veux dire quelques commentaires. On parle de suprémacisme blanc. Et il s'agit de systèmes. Et ces systèmes, en fait, le système que l'on applique aux gens qui vivent avec la douleur chronique, c'est le système médical. Alors, quand on fait du travail de décolonisation, la première étape, c'est de désapprendre. Et la première étape de gestion de la douleur, c'est de comprendre la douleur. Et le modèle biomédical est un modèle de suprématie blanche, il faut le dire. Ce ne sont pas des individus qu'on étiquette, c'est le système. C'est le vocabulaire de ce système. Et il peut y avoir plein de gens très bien qui sont dans ce système et qui y croient. Alors, quand on applique le point de vue médical, ce qui est le point de vue normal, standard, comme vous l'avez très bien expliqué, eh bien, il s'agit en fait, il pense que l'autorité des soins l'autorité en matière de soins de santé est détenue par le médecin ou le praticien de la santé et que ce praticien en sait davantage que le patient. Et l'expérience complexe, multiple euh, que vous avez vécue et que d'autres ont vécu, avec qui j'ai travaillé, que j'ai côtoyé, personnes qui ont vécu avec la douleur, c'est que la douleur est un enjeu beaucoup plus complexe que simplement le symptôme ou ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre corps, de façon circonscrite dans votre corps. C'est beaucoup plus complexe. Et Vina, vous avez vraiment fait mouche quand vous avez dit qu'il faut dire ces choses, il faut nommer ces choses. Parce que la façon euh, décolonialiste de comprendre la douleur, c'est qu'elle est politique. Alors, comme vous l'avez si bien dit, là où notre douleur est exacerbée, c'est à cause du contexte colonialisme.
c'est par l'exercice de la colonialité que de la douleur est exacerbée. Donc, c'est important de commencer par étiqueter les choses, nommer les choses, appeler un chat, dire ce sont des savoirs, des façons de savoir suprémacistes blancs. Et ensuite, il faut désapprendre tout ça. Et ensuite, comprendre où s'inscrit le colonialisme dans la gestion de la douleur. Et vous avez donné des expériences de votre propre vie et d'autres exemples. Et essentiellement, les pratiques colonialistes déshumanisent. Elles considèrent le patient comme quelque chose de jetable parce que ce système nie que l'individu ait des connaissances sur sa condition. Et ce système réduit les individus à un- en fait, à un problème médical ou un symptôme. Alors, il faut aller au-delà de ça. Chers amis, que c'est intéressant. J'aimerais revenir à une chose que Emerald a mentionnée sur les pratiques traditionnelles. Et Vina en a aussi parlé, les pratiques traditionnelles, la prière. Emerald, vous avez parlé du mouvement ou d'autres pratiques. Et c'est cette façon de savoir. Je sais que nous toutes, pas seulement ici, mais nous toutes, nous tous qui regardons aujourd'hui et à l'avenir, nous aurons cet instinct qui nous dit oui ou non. Non, ça, ce n'est pas tout à fait pour moi. Ou oui, ça, c'est vraiment pour moi. Et ça nous ramène à quelque chose que Vina a mentionné. C'est-à-dire de réfréner ces réponses qui nous viennent naturellement par le corps, parce que souvent, on est démembré dans le système médical. Donc, lorsqu'on a des instincts, on ne veut pas vraiment entendre cet instinct. C'est une question compliquée. Quelles sont les pratiques que vous utilisez? Et j'invite l'auditoire à répondre. Quelles sont vos pratiques pour retrouver votre instinct, vos membres, ce sentiment de ce qui se passe dans votre corps? Comment est-ce que vous savez? Comment pouvez-vous continuer à développer ce sens, ce sixième sens qui sait ce qui se passe dans votre corps et ce qui est bon pour vous? Voulez-vous commencer, Emerald? Vous n'êtes pas obligé. Ah non, bien sûr, j'essaie de réunir mes pensées. Quand on est dans ces lieux où on ne se sent pas à 100%, ça peut être très aliénant. Et on risque de se dire, ah, j'ai pas besoin d'être avec d'autres personnes parce que je vais sûrement en fait, être lourde pour eux. Et puis, mais qu'on le veuille ou non, la guérison, c'est quelque chose qui se fait en communauté. Donc, il faut avoir un réseau étendu de personnes qui ont les connaissances, les compétences pour s'occuper les unes des autres. Et lorsqu'on n'a pas ça, eh bien, on est démuni, on est laissé pour compte. Alors, il faut avoir ce réseau, il faut l'utiliser, il faut vivre dans ce réseau avec ces personnes. Personne ne vit seul. Alors, j'essaie de comprendre comment j'en suis arrivé à, quand je suis arrivé ici, parce que tout ça se déroule dans ma communauté culturelle, notamment, parce que j'ai grandi dans les prairies. Dans les années 90, c'était un environnement différent, donc c'est un environnement quand même assez austère. Et toute ma vie, je me suis dit, bon, si je fais tout ce que ces enfants blancs font, j'aurai accès aux mêmes occasions et possibilités. J'aurai les mêmes résultats. Et je serai canadienne comme les autres. Et c'est quand j'ai commencé à prendre à connaître les gens de ma communauté et les gens qui me ressemblent
que j'ai compris. Un jour, j'étais dans la pièce, je mangeais des mets philippins, je regardais tout le monde, je me suis dit, ah, tout le monde a les mêmes mollets ici. Donc, ça a été transformateur pour moi. Ça a transformé ma façon de voir le monde. Alors, il faut tirer parti de ces moments transformateurs, les moments de joie, ce qui vous attire, ce qui vous intéresse. Et il faut suivre ces filons. Parce que lorsqu'on n'a aucune relation, aucun lien avec sa famille, avec ses ancêtres, eh bien, il faut trouver quelque chose d'autre. Il faut trouver par intuition ce qui est bon pour vous, ce qui fait que vous vous sentez bien, ce qui vous intéresse. Pourquoi êtes-vous attiré par cet objet ou cette chose dans le monde extérieur? Il y a quelque chose en vous qui dit oui, on le sait, oui, ah, viens ici, tu vas être bien avec nous. Donc, ce sont des pratiques acquises au fil des générations. Donc, grâce à ce retour à ma communauté, j'ai recommencé à apprendre ma langue, euh, prendre connaissance des tissus utilisés par les Philippins, les mets, la gastronomie, l'histoire des Philippines. Il y a des livres, il y a des gens qui ont des histoires à raconter. Et tout ça, ça m'a permis vraiment de rétablir les liens avec mes ancêtres, avec mon histoire, avec mon patrimoine culturel. Et la douleur, c'est une aventure, il n'y a pas de fin. Ça peut être une histoire sans fin. Donc, il s'agit de gérer la douleur. Et être dans votre communauté culturelle, ça peut vous aider. Ça peut venir avec des défis, oui, ça peut susciter de l'angoisse, mais il y a d'autres éléments dans votre communauté culturelle qui vont vous faire, vous inculquer le sentiment de bien-être. Donc, j'ai oublié quelle était la question, mais c'était ma réponse. Bien sûr, et excellente réponse. Donc, la douleur est une aventure. Ça nous ramène à une conversation qu'on a eue dans le passé. Vous aviez décrit plutôt par des gestes à quoi ressemblait votre itinéraire de la douleur. Parce que la douleur, notre expérience de la douleur n'est pas linéaire. C'est une spirale, c'est une courbe, ce sont des points, une ligne pointillée. Alors, merci de nous le rappeler. Merci de nous raconter où vous vous trouvez vous-même. Quels sont ces endroits où vous vous retrouvez? Donc, c'est presque la paire de questions. On a d'excellentes questions dans la section questions-réponses et j'espère qu'on aura le temps de les poser, d'y répondre. Et j'espère qu'on pourra continuer à s'intégrer, nous, en fait, c'est-à-dire à répondre aux questions ensemble. Alors, une des questions qu'on a eues plus tôt, j'y viens, et ça nous ramène à un des thèmes qu'on avait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'intègre, qu'on s'incruste, comment comprendre les pratiques coloniales en mouvement. Les questions sont excellentes. Oui, en effet. Et merci pour les quasi-sacres. J'aime beaucoup ça. Comment décoloniser la communication de la douleur lorsque, en interaction directe, une personne comprend la subtilité que l'autre personne évite de mentionner de vive voix? Ou comment répondre à l'expression de la souffrance d'une personne? Souvent, on dit, si vous allez parler de notre communauté, il faut en parler à l'intérieur de la maison. C'est ce qu'on se disait. Il ne faut pas parler de notre communauté à l'extérieur de la maison aux inconnus. Donc, c'est un symptôme du colonialisme. Et on parle de ça à la maison, mais pas à l'extérieur. Alors, j'ai découvert que, pour moi, ça a été très difficile parce qu'on a perdu notre langue, on a perdu beaucoup de nos pratiques culturelles, on a beaucoup gagné, surtout grâce au lien entre les Africains et les Chinois, nos voisins. Mais c'est très difficile de comprendre en quoi consiste un espace décolonisé, même dans notre propre communauté, parce que souvent, les gens, encore une fois, comme Memouna l'a dit, il peut y avoir des gens de notre communauté non blancs qui vont perpétuer le colonialisme et les problèmes systémiques du pouvoir. Donc, c'est très politique ce que je dis, mais
On peut le voir en regardant le leadership dans le monde. Et on compare les leaders politiques du monde sont très différents des mouvements communautaires dirigés par leur propre communauté. Et il faut reconnaître que ces systèmes, ce sont des maisons. On parle de la maison. Moi, ma tante me disait, pourquoi est-ce que tu parles de ça? Pourquoi est-ce que tu parles de nous, de notre communauté culturelle à des inconnus? Les gens vont nous regarder de travers. Il ne faut pas en parler. On parle de ça à la maison. Et bien, ces communautés entières sont des maisons. Donc, c'est quelque chose de tabou. Si on est d'une communauté diverse, différente de la masse, on n'en parle pas à l'extérieur. Mais c'est faux, il faut en parler. Donc, il y a des choses, lorsqu'on en parle, on parle de la communauté à l'extérieur, à d'autres. Pour revenir en communauté, il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir être accepté dans notre communauté. J'avais l'impression que j'étais la seule enfant qui avait de la douleur chronique. Je me sentais seul dans ma propre communauté parce que, ben, à cause de la perpétuation des traumatismes et des euh, deuils qui n'avaient pas été accomplis dans ma communauté, dans ma famille. Et dans les espaces décolonisés, on se sent calme, on se sent chez soi et on se sent euh, intrinsèquement bien. Mais c'est une question de sécurité, n'est-ce pas? Il y a un sentiment de sécurité. Évidemment, il y a un contexte ici, mais il y a la hiérarchie de Maslow qui a été volée aux Autochtones, n'est-ce pas? J'y reviendrai plus tard, mais bon, on manque de temps. Alors, la pyramide de Maslow, la réalité, c'est que c'est un savoir autochtone. Et un chercheur est allé dans une communauté autochtone et il a appris de ces Autochtones les principes de la pyramide de Maslow, M. Maslow, et il leur a volé, il s'est attribué en fait, l'idéation de cette pyramide de Maslow, dite de Maslow. Alors, souvent, ce qu'on a appris, c'est de se cacher, de cacher de sa douleur. Mais il faut avoir le courage de confronter la réalité, de confronter ces systèmes et de dévoiler notre douleur au grand jour. Parce que souvent, dans cette pièce ici, avec vous quatre, avec nous quatre plutôt, je me sens forte, je me sens soutenue, je me sens confiante, assez confiante pour parler de mes expériences. Dans d'autres contextes, je me sens silencieuse et je m'exclus moi-même de ces espaces parce que je me sens pas en sécurité là-bas. Donc, si on parle aux gens dans la pièce, ayant des expériences diverses, des origines diverses, et qu'on parle de notre histoire, du fait qu'on se sent libéré, eh bien, on va faire de ces espaces des espaces sécuritaires encore. Donc, des fois, les gens, on sort et on va. En fait, c'est ma collègue qui était sortie, est allée voir des gens, parler à des gens, et c'est comme ça qu'elle m'a permis de découvrir cette communauté de la douleur. Donc, moi, je pensais que j'étais la seule à souffrir de douleur chronique. Mais, euh, mais en suivant son exemple, eh bien, j'ai trouvé une communauté de la douleur. Donc, les communautés en ligne sont aussi importante que les communautés, comment dire, physiques, parce que ça permet aux gens vraiment éloignés, marginalisés, d'avoir accès à ces communautés. Amis en ligne sont de vrais amis. Donc, il y a cette notion souvent que les gens qu'on connaît en ligne, avec lesquels on a une amitié, c'est pas une vraie amitié, mais c'est faux, c'est une vraie amitié. Simplement une autre façon de communiquer avec ces gens. Donc, c'est très important de reconnaître ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis dans trois canaux Discord de décolonisation. J'écris pas beaucoup, je ne contribue pas beaucoup, mais j'aime beaucoup lire ce que les gens disent, ce que les gens racontent de leur vie et comment ils s'entraident. C'est très inspirant. Ça m'a fait vouloir créer un espace pour parler de décolonisation aussi. Mais c'est un autre projet parmi tant d'autres. Oui, encore plus de travail. Donc, la question, selon moi, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a l'impression que les gens euh, n'accordent pas d'importance à notre souffrance? Il y a des gens qui ne souffrent pas de douleurs physiques, mais qui souffrent de douleurs dues à la colonisation. Alors, des fois, je ne sais pas si j'ai envie d'éduquer les gens. Alors, si les gens ne s'intéressent pas à moi et à ma souffrance, eh bien, peut-être que je n'ai pas envie de les éduquer. On a des praticiennes et des praticiens auprès desquels on doit insister sur les connaissances acquises par nous-mêmes. Et je dirais que c'est peut-être
un biais cartésien du système médical, c'est-à-dire que le corps et l'esprit sont distincts et séparés, alors que dans nos enseignements traditionnels, on a l'esprit-corps, on ne veut pas les séparer. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Et dans cette colonisation, on a séparé les deux. Donc, le corps et l'esprit contiennent des connaissances. Et j'insisterai là-dessus. C'est ma façon de faire écouter les gens. C'est de changer de paradigme, de changer le code de communication, plutôt que de donner aux autres le pouvoir de vous dire comment engager la conversation. Et moi, j'aurais une conversation tout autre. Je leur poserai la question. Qu'en est-il des biais cognitifs? Croyez-vous que vous avez des biais cognitifs? Dans votre culture, dans votre culture occidentale, euh, quels sont les biais cognitifs qui existent dans la culture occidentale et dans le système de soins blanc et occidental? Ensuite, il y a un obstacle immense ici, c'est ce sont les biais cognitifs du système de santé. Nous sommes considérés comme des survivants, comme des survivantes plutôt, comme des handicapés. Autrement, c'est une façon de nommer les choses qui est fausse. Pensez aux centaines de millions de personnes diversifiées qui ont vécu et survécu toutes ces générations. Alors, les probabilités ont toujours été contre nous. C'est par chance qu'on soit encore en vie. Toutes les probabilités étaient contre nous, mais on est encore ici. Alors, oui, en effet, il faut tenir son bout. Il faut créer ces espaces par nous et pour nous. Et la douleur qui se manifeste lorsque les gens au pouvoir ne croient pas en votre douleur, eh bien, c'est une douleur supplémentaire. Et ces gens vous considèrent comme des personnes handicapées, sans valeur, mais ils ont tort. C'est une façon de voir le monde qui est fausse. Et il faut le leur dire. Lorsque votre professionnel de la santé euh, existe dans ce système, c'est presque un dieu, mais c'est faux. Alors n'ayez pas peur d'aller au comité des usagers de votre hôpital ou votre établissement de santé. Dans ces systèmes d'oppression, malheureusement, il y a euh, une quantité limitée de choses qu'on peut faire. Ça fait mal, mais moi, je déteste aller à l'hôpital. Et en tant que chercheuse qui travaille sur les hôpitaux, je ne sais pas comment j'ai fait pour finir par travailler à l'hôpital, mais tous les jours, lorsqu'on entre dans ces lieux, c'est douloureux. Et souvent, on se rend compte que le système veut qu'on se sente euh, impuissante. Alors, comme William l'a dit, on vient de gens qui ont résisté. Alors ça, faut pas l'oublier, que cette résistance est en vous, que vous l'avez, cette résistance, que vous l'avez toujours. Et ça, c'est puissant. Et la décolonisation, c'est de faire le ménage et d'enlever les mauvaises herbes et de grandir selon cette nouvelle perspective du monde. Alors, c'est ça mon processus. La décolonisation, c'est très difficile. Des fois, en fait, c'est quelque chose d'unique. Je sais pas si vous avez vu cette image des calculs. Mais c'est là qu'on comprend comment fonctionne la société et qu'on peut, en la comprenant justement, créer des espaces sûrs pour les gens comme nous. J'aimerais bien pouvoir changer tout ça. On travaille là-dessus, je vous le promets. On travaille là-dessus. On veut changer les choses, mais sachez que vous n'êtes pas seul. On est toutes et tous ici pour soutenir cette aventure chez les autres. Votre communauté est ici pour vous. Je pense à la croissance que vous évoquez, aux métaphores de mauvaises herbes, croissance. Cet espace et la création d'espaces comme celui-ci, ça, c'est le contenant. C'est comme préparer le terreau fertile. Tout commence. Alors, il faut continuer d'avoir ces conversations. Et ensuite,
nouer des liens dans cette noirceur, avoir ces conversations difficiles, dire les mots qu'il faut dire, nommer les choses par leur nom, dire les choses euh, et avoir ces expériences inconfortables. Vous pouvez entendre un mot et l'idée que ça évoque euh, est très négative, mais il y a des gens qui vivent ça pour de vrai. Pour vous, ce n'est qu'une idée. Alors, ça, c'est le terreau fertile qu'on est en train de cultiver. Et ce qui fonctionne pas, on en fait du compost. On le décompose et on sème des graines qui vont pousser, qui vont développer notre conscience et ça va être une explosion végétale. Il nous reste qu'une minute. Et ce que je veux dire à tout le monde, à toutes les personnes qui sont là et qui participent, et merci pour vos commentaires, vos questions. Ça fournit beaucoup des fertilisants pour cette conversation. C'est pas juste quelque chose qui est venu de nous. On va garder les questions-réponses pour continuer à parler, réfléchir là-dessus, puis on va pouvoir poster cet événement, ou en tout cas, je vais nous donner 10 secondes pour dire deux mots. Comment on se sent, comment quatre d'entre nous, on se sent après cette conversation, ou un mot, ou quelque chose, deux mots, allez, quelque chose. Énergisé, énergisante. Ne pas se reposer, jamais de repos. Et c'est vraiment reprendre tout. Non, non, c'est ce que je veux dire. Pas de repos, c'est sur YouTube, c'est vraiment une des conférences les plus accessibles. C'est travailler dur, buvez de l'eau, nourrissez-vous, parce que c'est difficile de parler de tout ceci et de faire ressortir toutes ces expériences pour chacun d'entre nous, incluant toutes les personnes avec nous. Allez vous reposer. Moi, j'étais l'opposé. Moi, j'ai dit que j'étais énergisé. Moi, je ne devrais pas me reposer. Mais toi, tu es la chercheuse. Vraiment, tu incarnes ce rôle-là parfaitement. Oui, allez vous reposer, reprendre de l'énergie et vous libérer. Hein? On a beaucoup de travail à faire. Je me sens, je me sens intégré. Merci, merci, merci. Alors, je passe le micro à Delaine. Merci, Jenny. Je suis, je suis contente d'avoir une petite pause. On va prendre une pause de 15 minutes pour se reposer un peu. Continuez à réfléchir à tout ceci. Moi, je vais absorber tout ceci. Et aussi vous rappeler que toutes ces conversations que l'on a cette semaine, puis surtout celle-ci qu'on vient juste d'avoir, moi je vais la réécouter parce qu'il y a tellement de sagesse qui a été partagée, puis je suis très reconnaissante de pouvoir écouter et apprendre. Et de chacun d'entre vous, et puis même les commentaires de tout le monde, vraiment, j'apprécie comment les gens sont engagés, se commettent, se mobilisent. Merci. Et on va revenir dans 15 minutes pour notre prochaine session sur une